que la stratégie est de rester dans les rues, ou du moins dans la rue, jusqu'au jour de l'élection et après. Même au-delà. En fait, c'est cela ma crainte. Et c'est ce que j'évoque. Je dis, notre pays a une histoire récente dont les plaies ne sont pas encore véritablement cicatrisées. Il y a peut-être le calme. Il y a peut-être une sorte je pourrais dire de pardon entre les Ivoiriens eux-mêmes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces Ivoiriens-là, d'une certaine façon, sont redevenus amis? Moi, pour ma part, certains éléments me permettent de dire, d'en douter. Est-ce que, voilà pourquoi je parle de tempo, on a une telle histoire, qu'on peut s'imaginer qu'une déflagration peut nous conduire au pire. Moi, j'éprouve de la crainte. Et répondre à mon ami et frère Pascal Lombo, qui se trompe quand il dit qu'après le 25, il n'y a plus de président. Si le président n'est pas élu, il n'y a plus de président. C'est faux, ce n'est pas juste, vous vous trompez. En Côte d'Ivoire, tant qu'un président élu n'a pas prêté serment, celui qui est en cours reste président. Clair, et il poursuit son mandat. Ça a été le cas pour Laurent Gbagbo de 2000 à 2010. Sinon, son mandat devait s'arrêter en octobre 2005. Mais parce qu'en octobre 2005, les conditions ne permettaient pas d'organiser une élection. Il n'y a pas eu d'élection. Laurent Gbagbo est resté président jusqu'en 2010. Et en 10 ans, ça lui a fait un seul mandat. Ne nous trompons pas. En Côte d'Ivoire, si le 25 octobre, il n'y a pas élection, le président Alassane Ouattara est le président jusqu'à ce qu'un président soit élu et qu'il soit investi. Vous donnez plus de paroles avant qu'on passe à l'autre sujet. Je voudrais contredire le camarade, le frère Jean-Paul Oro. S'il n'y a pas d'élection le 25, Ouattara n'est plus président. Ça, c'est votre incantation. Voilà, nous, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est ce qu'on a dit. C'est votre incantation, voilà. Ce n'est pas parce la loi. Parce qu'on attend l'investiture. On attend l'investiture pour faire une passation des services lorsqu'il y a eu élection dûment organisée. Donc, on ne peut pas parler d'investiture dans une telle situation. Ce que je voudrais dire, une guerre, ça ne se gagne pas en 10 jours, en un jour. Quand la rébellion a éclaté en Côte d'Ivoire, c'était le 19 septembre 2002. Ils sont restés dans leur logique 10 ans plus tard. Donc, nous commençons, on n'a même pas terminé un seul jour, et puis déjà, des gens qui ne sont pas impliqués dans le combat, dont ils n'ont même pas la stratégie, pensent qu'on ne peut pas aboutir. Mais nous disons que nous avons commencé un combat, et ce n'est pas l'opposition qui est responsable de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de la tristesse dont vous parlez. C'est bien ceux qui sont au pouvoir qui sont responsables de cela. C'est eux qui ont voulu organiser des élections en violation de la Constitution de Côte d'Ivoire. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'histoire qui fait le jour, mais c'est le jour qui marque l'histoire. Et nous sommes en train de nous battre afin que la Côte d'Ivoire devienne un État, devienne une république. Parce qu'une république est adossée à des tests. Qu'est-ce qu'on fait quand en Côte d'Ivoire, les tests de la république ne sont plus respectés? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'en Côte d'Ivoire, lorsque le président qui est en meeting à Daloa, pendant que des Ivoiriens luttent pour la justice et la paix, n'est pas lui-même n'est pas un candidat légal vis-à-vis des tests de notre Constitution? C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, on ne peut pas chercher à faire le bilan d'une lutte qui vient de commencer. Bien, Pascal, merci beaucoup. On va suivre ça de près. Oui. Rapidement, j'aimerais rebondir parce que là, il y a président. Président, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a une histoire, c'est clair. Mais aujourd'hui, la configuration n'est plus la même. Lorsque la Côte d'Ivoire devait vivre son histoire, on avait une rébellion d'un côté, on avait la République de l'autre côté. Et donc, comment on appelle ça, les craintes, les inquiétudes étaient légitimes. Aujourd'hui, là, on a un peuple, on a une partie, on a des populations à main nue qui décident de faire entendre leur voix. En quoi est-ce que ces derniers-là sont aussi dangereux pour cette République? Je dis non, il ne faudrait pas qu'on se crée genre une Je finis. En disant, l'autre pays vient de loin. Oui, le pays vient de loin, mais des gens qui marchent dans la rue, qui n'agressent personne, qui ne cassent rien là. En quoi est-ce que ça va ralentir la République? Ça ne va pas ralentir la République. Non, tu ne m'as pas suivi, Jean-Yves. Tu ne m'as pas suivi, Jean-Yves. J'ai été très clair quand j'ai pris à ma première prise de parole. J'ai regretté le fait que le préfet ait pris cet arrêt d'interdiction. Et sur ce plateau, à chaque fois je l'ai dit, il aurait été simple de le laisser manifester. Les choses se seraient déroulées normalement. Mais lorsqu'on crée les conditions de convulsion, on ne sait pas où ça va déboucher. Voilà la réflexion que j'ai faite. Oui.
Bon, de toutes les façons, En tout cas, la stratégie, en tout cas, moi je pense que l'appel que moi je peux lancer, c'est d'inciter les autorités à rentrer dans un dialogue pour que ces populations puissent marcher librement. On les laisse marcher, ils marchent et puis après on fait ce qu'on a à faire, c'est simple. Ouais, et non une population de créer des conditions. On peut pas dire que le Front commun est en train de créer des conditions pour pouvoir créer, je vais dire, une 2010 bis quoi. En tout cas, on a constaté ce week-end la présence de dispositifs de policiers devant les résidents de certains leaders de l'opposition du Front commun. Comment il va le président Gbagbo actuellement? Le président Gbagbo, il va très bien. S'il y a un dispositif, parce que nous on avait eu des échos que sa résidence était entourée par de la police, je crois que c'est pour assurer sa sécurité. Voilà, c'est pour assurer sa sécurité parce que Laurent Gbagbo a déjà vu pire que ça. S'il a résisté à des bombardements d'une armée étrangère sur sa résidence, il est resté là jusqu'au bout. Ce n'est pas les petits encerclements de policiers qui va craindre. Mais nous sommes en train de dire que nous ferons en sorte que le peuple souverain de Côte d'Ivoire s'exprime dans notre pays. Bien. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et que dans une république, le pouvoir appartient au peuple. Donc ce qui vient de commencer timidement va se réchauffer parce que même aujourd'hui, ce que j'ai constaté ce matin, les écoles ont commencé à fermer en Côte d'Ivoire. Les écoles ont commencé à fermer. Ça, ce sont des étapes, ce sont des stratégies. Donc, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour ne pas que le 4e mandat ait lieu en Côte d'Ivoire. Bien, merci voilà. Pascal. Quelle école a fermé? Je précise qu'on enregistre. Je précise. Citez le nom d'une seule école à Abidjan qui a fermé. Je précise qu'on enregistre l'émission. C'est toi qui devais être attaqué journaliste. Question de clarification. Non, je vais journaliste. Sérieux. Je vais journaliste d'investigation. Vous n'allez pas sortir. Je ne suis pas journaliste d'investigation. Vous n'allez pas sortir des choses inexactes et puis me demander d'aller chercher. Non. Au moins vous avez vu. Au moins vous avez vu. Jean-Paul Legault, Pascal Legault. Vous êtes journaliste. Au moins vous avez vu la déclaration. Vous avez vu la déclaration des parents d'élèves hier. Mais justement, si c'est sur ça que vous fondez, c'est un fake news. C'est une fake news. Ce n'est pas une information exacte. Elle est fausse. C'est une fausse. Messieurs, ce matin nous avons les preuves, messieurs. Nous avons eu des preuves des écoles. C'est fake news. Maintenant, c'est pas notre choix de toute façon que l'école soit fermée dans une république. Parce que l'école est importante dans une république. Le communiqué dont vous parlez, elle est fausse. Non, le communiqué n'est pas faux. Le communiqué n'est pas faux. Messieurs, voilà, le communiqué n'est pas faux. On va avancer. Je précise pour nos téléspectateurs qu'on enregistre l'émission à la mi-journée. Donc à ce stade-là, on n'a pas vraiment encore plus d'informations de la journée. On sait qu'il y a un appel qui a été lancé. Nous, on n'a pas encore des images qui sont remontées. C'est normal que les Ivoiriens s'y mêlent. C'est normal que les étudiants s'y mêlent. Parce qu'il s'agit de leur avenir. Nous ne pouvons pas accepter en Côte d'Ivoire qu'une partie, une minorité apprennent en otage notre pays. Faut qu'on avance. Et c'est normal que... Moi, je peux accepter que vous déballiez les incantations. En tout cas, à ce stade, on n'a pas encore... Je ne peux pas accepter que vous disiez des choses qui ne sont pas exactes sur ce plateau. Non, mais s'il vous plaît, il faut fouiller la presse avant de venir sur le plateau. Mais moi, j'ai fouillé. Non, messieurs. Là, le communiqué dont vous parlez est une fake news. Non, on va avancer, c'est pas possible. Non. C'est une fake news. On va avancer, s'il vous plaît. Il n'y a pas de fake news en ce moment. Parce que tu n'as pas vérifié que c'est un fake news. Mais je l'ai vérifié. Pour calmer tout le monde, laissez-moi dire, puisque Carlyle vient de dire que nous enregistrons cette émission ce lundi à la mi-journée, puisqu'on parle de journée, déjà samedi c'était une journée particulière, puisqu'on apprenait que le pouvoir à Madagascar était en train de basculer, et puis aujourd'hui lundi, c'est aussi une journée particulière, mais cette fois-ci en France, puisque pour la première fois dans l'histoire de la République, un ancien président de la République va aller coucher en prison. Il s'appelle, comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus. Et c'est un ami de qui déjà? Ah oui, c'est Sarkozy, c'est ça, c'est un ami d'Alassane Ouattara. Bien, bon, allez. Sur cette transition, justement, on parlera du président Ouattara qui a choisi